Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous sommes toujours en marge du forum Afrique Talent, d'où nous recevons M. Didier Akwete. Bonsoir M. Didier Akwete. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Avec grand plaisir. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors je suis Didier Akwete, je suis un des principaux fondateurs de Afrique Church en 1996 et j'en suis le président exécutif au niveau groupe jusqu'à présent. D'accord. Parlez-nous un peu du rôle de Afrique Church. Alors en créant Afrique Church, clairement notre ambition c'était d'abord de dire des talents africains existent et il faut les révéler, mais surtout deuxièmement que l'Afrique se construise avec ces talents qui sont dispersés dans le monde. Et à l'époque, vous vous souvenez, c'était un contexte d'afro-pessimiste, Oui. exacerbé, où même les Africains se demandaient s'il fallait rentrer ou pas. Et donc l'idée derrière ça, c'était d'encourager les Africains à rentrer sur le continent et apporter un petit peu leur contribution au développement. Ben, apparemment, vous avez réussi votre mission parce que beaucoup sont rentrés entre-temps, y compris vous-même. Effectivement, beaucoup sont rentrés et il manquait en fait un cadre. Si vous voulez, l'information était réellement un vrai souci pour les Africains de la diaspora, c'est-à-dire qui recrute, quels sont les secteurs porteurs, si je rentre, que va-t-il se passer, à qui le contexte, s'adresser, etc., etc. Et donc il fallait créer ce cadre, et c'est pour ça qu'Afrique Church était un véhicule, à mon avis, original pour répondre à cette demande. 20 ans après, quel bilan faites-vous? Alors, il y a toujours énormément de choses à faire, Bien sûr. mais en termes de bilan, je pense qu'on peut tirer 3 éléments. Le premier bilan, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'Africains rentrés sur le continent pour apporter leur contribution. Parce que nous avons créé cet espace d'information et d'accès au marché de l'emploi. Deuxièmement, vous savez, quand j'ai commencé en 1996, mes premières missions en Afrique, les dirigeants que je rencontrais avaient 55, 60 ans, voire au-delà, et une vision de l'entreprise qui ne correspondait pas à ce que j'avais étudié ou ce que je connaissais. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez les dirigeants des entreprises en Afrique, c'est des quadras. Ils ont 35, 40 ans, 45 ans, ont plutôt été bien formés, gèrent leur entreprise de manière moderne, allons-nous dire. Et ça, je pense que c'est une conquête extrêmement importante. Troisième que je pourrais ajouter, c'est cette prise de conscience que réellement l'Afrique ne peut pas se développer sans la contribution des Africains et surtout sans la définition de schémas de développement qui intègrent en fait les réalités africaines. D'accord. Quelles seraient donc vos perspectives pour les 20 ans prochaines? Alors si Dieu nous prête vie pour les 20 prochaines années, nous avons un rêve, honnêtement. C'est que le continent africain puisse se développer en donnant le maximum d'opportunités aux Africains pour qu'on puisse révéler les talents. À l'heure où nous parlons, vous avez des jeunes Africains qui inventent des choses, mais personne ne le sait. Ouais. Le prochain Einstein est déjà en Afrique, mais personne ne le connaît. Tout à fait. Le prochain Bill Gates est en Afrique, mais personne ne le connaît. Et en réalité, pour moi, les 20 prochaines années, mais bien avant, c'est que l'Afrique puisse offrir un espace qui révèle tous ses talents, parce que finalement, ce sont ces talents qui changent le monde. Un Zuckerberg de Facebook, c'est parce que le contexte permettait qu'il puisse exprimer son talent, sa créativité, qu'il existe. Les Bill Gates, quand ils ont créé leur entreprise, il fallait que le contexte également révèle tout le potentiel de ces jeunes Américains, et il y en a une tonne en Afrique. Donc le rêve, c'est vraiment que le contexte africain permette de révéler les jeunes talents pour que l'Afrique se développe et devienne un acteur mondial dans tous les domaines, dans les domaines scientifiques, dans les domaines de l'agrobusiness, dans les domaines de la technologie, parce que nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle. Et il n'y a rien de plus facile que cette révolution. Autant nous n'avons pas inventé, on va dire, la machine à vapeur ou le moteur électrique, etc. Mais la 4e révolution industrielle qui est informatique, qui est électronique, qui est basée sur les systèmes d'information, on peut participer pleinement à cette révolution et en être des acteurs de premier rang. La preuve, c'est que les grandes sociétés informatiques mondiales sont en train d'installer sur le continent des incubateurs qui emploient des jeunes Africains talentueux, qui font du codage, qui font de la programmation, qui sont brillants. Donc pourquoi nous ne le ferions pas? Donc réellement, dans les prochaines années, il faut que l'Afrique se prenne en main et comprenne qu'elle a beaucoup de talent et qu'on peut trouver des solutions africaines à nos problèmes de développement.
D'accord. Aujourd'hui, Afrique Talent est un forum. Pouvez-vous nous parler un peu de ce forum? Alors ce forum, de manière anecdotique, est né à Paris un jour où nous rentrions du bureau avec les Toujours copains. entre amis, oui. Toujours. Et nous nous sommes dit, mais ce cabinet existe depuis 3 ans, arrive à placer des candidats, mais on voudrait faire beaucoup plus. Et pour faire plus, on peut peut-être créer un espace de rencontre entre l'offre et la demande. Et c'est là qu'est née l'idée de créer ce salon qui permettrait à la diaspora en Europe d'avoir un espace physique de rencontre entre les entreprises qui recrutent et ces compétences qui ne demandent qu'une chose, aller servir le continent africain. Et la première édition a eu lieu en 1999, qui a été dès le lancement un succès, et ça s'est amplifié avec les années, avec la création d'autres salons sur le continent africain. Mais justement, comment trouvez-vous alors le niveau de ces personnes, ces demandeurs d'emploi qui fréquentent le salon depuis 3 ans? Écoutez, pour être franc, il y a ce qu'on appelle la volonté de conquête. Et lorsque je vois des candidats qui viennent 3 heures avant l'ouverture du salon, qui se sont préparés et qui veulent absolument avoir un entretien, je dis, il y a un esprit de conquête et une forte détermination derrière cela. Donc il y a de la volonté. Il y a une forte volonté. Malheureusement, la volonté n'est pas forcément le reflet des compétences dont sont dotés ces jeunes ou ces cadres. Ils ont des compétences. Tous ces jeunes qui se présentent, souvent tous ils ont ces la cadres. théorie, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des stages, donc ils n'ont pas vraiment de la pratique. Ils n'ont pas de pratique. Et ce salon permet justement d'avoir des échanges, Exactement. de se frotter un peu au coach. Et la préparation en amont permet de leur donner un certain nombre d'instruments, de rudiments, qui facilitent leur contact avec les entreprises. Donc, forte volonté, mais pas forcément dans tous les domaines, un niveau de compétence suffisant pour créer un salon parfait. Ce qui veut dire que s'il y a 200 ou 300 postes à pourvoir, tous ceux qui viendront ne trouveront pas forcément des opportunités parce qu'ils ne sont pas forcément en adéquation totale avec les besoins du marché. Tout à fait. Alors, quels sont les profils les plus demandés sur le marché de l'emploi à l'heure actuelle? Alors, selon le contexte, parce que les profils évoluent aussi selon les années. Mais je voudrais surtout insister sur des caractéristiques un peu de base et communes. Parce que tout ce qui est profil technique, je veux dire, le secteur financier, embauche, parce qu'avec des taux de bancarisation de 10 à 12% que nous avons et l'économie qui se développe, il faut un secteur financier parce qu'il faut financer l'économie. Donc le secteur financier continue d'embaucher. Le secteur, ce que j'appelle les technologies, c'est même plus les nouvelles, les technologies dans son ensemble, que ce soit l'informatique, que ce soit les télécommunications, que ce soit Internet, c'est un secteur qui est en développement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire en fait sans technologie, donc c'est un secteur qui embauche. Ensuite, les infrastructures. Vous voyez, l'Afrique doit investir plus de 100 milliards de dollars chaque année pour rattraper son retard en matière d'infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 50 milliards pour faire des routes, des autoroutes, des aéroports, des centrales électriques, et donc le secteur des infrastructures crée un appel d'air de techniciens, d'ingénieurs qui font défaut au continent, malheureusement. Et puis après, des secteurs comme la distribution, ce qu'on appelle les FMCG, les produits de grande consommation, parce qu'avec cette classe moyenne qui émerge, on estime qu'on a plus de 300 millions d'Africains qui sont dans la classe moyenne, selon là où on situe le curseur, est-ce que c'est 3 $, est-ce que c'est 20 $, mais en tout cas, il y a une classe moyenne qui émerge, avec donc une distribution moderne qui s'installe, vous voyez les malls, les supermarchés, les produits, ça évolue bien, Abidjan est en chantier. Exactement, donc ça crée aussi des opportunités. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant, si vous voulez, parce que les opportunités sont ce que j'appelle des opportunités qui correspondent à des conjonctures. Ce qu'on demande d'abord en termes de compétences, c'est plusieurs éléments. Parmi lesquels, la capacité d'analyse. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez la tonne d'informations qui nous parvient. Quand vous prenez votre tablette, votre téléphone, vous avez une masse d'informations que vous devez traiter, analyser pour prendre une décision. Donc, est-ce que vous avez l'intelligence qui vous permet d'analyser l'information et de la transformer en décision? Deuxièmement, votre adaptabilité. Dans un monde qui évolue aussi vite, en permanence, si vous n'êtes pas capable de vous adapter, vous ne pourrez pas survivre. Donc, on vous demande de pouvoir vous adapter très vite. Dans un monde très concurrentiel, on vous demande d'avoir la capacité à innover. Donc, si vous êtes capable d'innover, vous pourrez survivre au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. Enfin, si vous êtes mobile, parce que le monde devient très virtuel, si vous développez cette capacité de mobilité,
vous pourrez survivre également au monde tel qu'on le vit. Et puis pour moi, la clé, c'est votre capacité à entreprendre. Si vous n'êtes pas entrepreneur, même quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous ne survivrez pas parce que le monde sera beaucoup plus dur. Le monde sera plus dur pour nos enfants parce que la concurrence va être tenace. Celui qui est diplômé d'une école à Abidjan est en concurrence avec celui qui est diplômé à Singapour ou à New York. Tout à fait. Le monde est devenu global. Donc, ce contexte concurrentiel fait que si, à l'école primaire, vous n'êtes pas exposé à l'informatique, vous ne survivez pas. Oui. Si à l'université, vous clair. n'avez pas ces qualités, vous rentrez en entreprise, au bout d'un an, on va vous virer. Parce que malheureusement, c'est pour ça que maintenant, ils ont intégré l'anglais d'ailleurs au primaire. Qui est indispensable. Parce que c'est pas possible. Donc si vous voulez, les secteurs qui recrutent, qu'on a listés, les postes qui existent, c'est bien, mais attention, c'est toujours à l'instant T. En revanche, ceux qui auront ces qualités survivront aux différents contextes et aux différentes évolutions de notre environnement, parce que malheureusement, le monde est ainsi fait. Et d'ailleurs, les cadres ne seront plus forcément obligés de rester en poste pendant 3 à 5 ans. Vous savez, le nomadisme, l'employabilité qu'il faut développer tous les ans, ça sera des réalités. Ça ne choquera personne de passer 1 an sur un poste, d'aller faire une formation de 3 semaines pour acquérir une compétence particulière et de changer de job. Donc le job sera, à mon avis, très fluide, de plus en plus flexible, avec cette capacité à bouger d'un poste à un autre, à changer de poste même, parce que certains métiers disparaîtront. Ben oui, maintenant, c'est clair. Vous savez que 30% des compétences dont le monde aura besoin dans 5 à 10 ans, personne ne les connaît. Ce qui veut dire que les étudiants qu'on forme aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils feront demain. Donc s'ils n'ont pas cette capacité à apprendre des nouvelles choses, des nouveaux métiers, ils ne pourront pas survivre au monde de demain. D'accord. Selon vous, quels sont les secrets pour réussir un entretien d'embauche? Alors, d'abord la posture, si vous voulez. Lorsque je vous rencontre, quelles que soient mes compétences, il faut que je transmette quelque chose. C'est-à-dire quand vous me rencontrez et que vous ayez envie de discuter avec moi, d'échanger avec moi. Donc, premier élément, c'est la posture, c'est l'attitude. C'est ce qu'on appelle les soft skills, que malheureusement beaucoup ne développent pas. Une fois que vous sentez que vous pouvez discuter avec moi, échanger avec moi, c'est votre capacité à proposer. Parce que l'entreprise n'est pas un corps social qui donne du job parce que vous êtes gentil, parce que vous avez une belle cravate, etc. Donc, pour réussir votre entretien d'embauche, selon moi, vous devez d'abord connaître l'entreprise. Que fait l'entreprise? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Parce qu'en face, ce qu'il veut savoir, c'est ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise. Donc c'est votre force de proposition, quand vous discutez avec votre recruteur, qu'il comprenne que vous apportez la valeur ajoutée. Et enfin, vous pouvez inventer n'importe quoi en disant « je vais vous apporter ça ». Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez les aptitudes? C'est là où vous devez bien préparer votre entretien pour savoir que, attention, si je dis « je peux vous apporter ça », c'est parce que je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait ici, comme ça, ou je ne l'ai peut-être jamais fait, mais je pense que je peux le faire comme ça quand je suis jeune diplômé et vous démontrer la manière dont vous pourriez le faire. Savoir se vendre. Il a du potentiel, il peut m'apporter quelque chose, il est sympathique en plus, je peux lui donner le job, donc je peux grandir mon entreprise avec lui. Exactement. Après l'entretien, quand on est embauché, il y a encore des secrets pour pouvoir maintenir, pour pouvoir garder son job au sein de cette entreprise. Alors, quels seraient, d'après vous, ces petits secrets pour pouvoir maintenir un travail pour lequel on a vraiment attendu? Alors, vous savez, quand on dit la performance, ça paraît être un mot un peu galvaudé. Mais aujourd'hui, sur un poste, on veut que vous, en anglais on dit « go extra miles », c'est-à-dire faire plus que ce qui est dans votre description de poste. Pour ça que j'ai dit dans les qualités, il faut être entrepreneur. Et en entreprise, on dit être intrapreneur. Votre capacité à prendre un poste, à le redessiner et lui donner de la valeur ajoutée. Et donc à être performant. Exactement. Ça, c'est le premier élément. Mais surtout aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle votre capacité à interagir avec votre environnement. Les soft skills. Vous pouvez communiquer, faire des réunions, partager des informations. En Afrique, il y a le fameux culte du secret. Chacun garde l'information, les barrières sont étanches, il ne faut pas de l'information. Il n'y a pas d'échange, chacun reste dans son bureau. Voilà. Votre capacité à communiquer est extrêmement importante
Parce que vous êtes un manager demain. Pour diriger l'entreprise, il faut pouvoir communiquer. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus, les bureaux se font aussi en open space. Bah, bien sûr. Pour justement inciter tous ces collaborateurs à collaborer, à se voir, à exister ensemble. Donc, pour garder un job, you have to go extra miles. Vous devez prendre une description de poste et regarder ce que vous pouvez apporter de plus au poste que vous occupez pour donner la performance à votre activité. Deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de communiquer avec vos collègues, vos collaborateurs, vos responsables hiérarchiques, et on dira, il est ouvert, enfin, on lui fait confiance en plus, il ne cache pas l'information, et il arrive à donner l'énergie qu'il faut aux autres pour progresser. Alors, monsieur Akoté, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi et qui malheureusement sont souvent découragés? Il y a des raisons évidentes d'être découragés. Et je crois qu'il faut être franc avec les jeunes Africains. Aujourd'hui, le continent n'arrive pas à créer les 10 à 12 millions d'emplois qu'il faut pour absorber ceux qui arrivent sur le marché. Y compris ceux qui étaient déjà avant, parce que les taux de chômage formel, c'est plus de 70%. Ouais. Tout le reste, c'est l'économie de subsistance. Celui qui vend la recharge au bord de la route, celui qui... Bref, ce n'est pas un emploi durable qui permet à un jeune de se faire une famille, d'avoir des enfants, etc., etc. Donc, premier conseil, c'est bien regarder l'environnement dans lequel évoluent ces jeunes. Dans cet environnement, il y a des opportunités, bien sûr, d'emploi qui peuvent se créer dans certains domaines, mais surtout des opportunités de création d'activités. L'entrepreneuriat, en fait, c'est ça qui va sauver l'Afrique. C'est-à-dire tous ces jeunes, beaucoup vont devoir entreprendre. Mais ils vont se casser la gueule, ils vont recommencer, ils vont se casser la gueule, ils vont recommencer, ils vont se recasser la gueule, ils vont recommencer jusqu'à réussir, parce que c'est ça, malheureusement, le chemin du paradis, faut bien passer par la mort avant d'y arriver. Donc, il faut avoir une expérience pratique, échouer, peut-être certains réussiront d'emblée, mais en tout cas, la voie de l'entrepreneuriat est ce qu'il faut réellement recommander aux jeunes Africains qui se mettent ensemble, qu'ils entreprennent ensemble, qu'ils échouent, ils finiront par réussir. En revanche, c'est l'environnement qui fait défaut. Et c'est encore l'occasion de lancer un appel aux autorités publiques. Il faut créer des espaces d'incubation, d'accompagnement pour ces jeunes. Tout à fait, surtout que maintenant, il y a eu des ministères qui ont été créés pour la jeunesse, pour l'entrepreneuriat. Bien sûr. L'occasion d'organiser. Donc, il faut accompagner cela parce que tous n'auront pas un emploi, parce que l'économie ne crée pas assez d'emplois. Or, il y a des milliers d'opportunités de développement d'initiatives personnelles qu'il faut accompagner. Oui, et préparer aussi à l'entrepreneuriat. Exactement. Et puis, je crois aussi que dans nos espaces francophones, il faut aussi qu'on dise la vérité. C'est le mythe du diplôme. Je sais, quand on était à l'école, à l'université, on a un bac plus 2, un bac plus 4, on veut forcément un emploi de bureau. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Les métiers professionnels sont des axes de développement et des emplois par milliers pour des jeunes. Quelle est la honte à être un bon électricien? Quelle est la honte à être un bon plombier, à être un bon menuisier? Le tout est d'exceller dans ce qu'on fait. Parce que pour meubler cet hôtel, pour meubler nos bureaux, il faut bien ces métiers-là. Et vous pouvez être patron d'entreprise dans ce secteur, mais à condition que vous compreniez, vous connaissez le métier. Exactement. Et donc, il ne faut pas avoir une lecture de l'emploi statique. On rentre dans un job pour évoluer. On apprend un métier pour construire une petite entreprise, une micro-entreprise. Donc ça aussi, il faut que les jeunes aient une lecture dynamique de l'emploi. C'est pas parce qu'on a fait un bac plus 4 qu'il ne faut pas hésiter à aller apprendre un métier manuel qui n'a rien de déshonorant, puisqu'à travers ça, vous pouvez créer une entreprise qui peut devenir un champion dans son domaine. On construit des villes nouvelles, on construit des immeubles, on construit des habitations. Regardez le potentiel. Comme des jeunes qui retournent à la terre. L'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées. C'est-à-dire que l'Afrique est le grenier du monde. L'Afrique va nourrir la planète. Donc, vous imaginez le potentiel agricole et agro-business où, en acceptant de retourner au champ, cultiver la terre avec des méthodes modernes, c'est pas la houe sous le soleil, ça je comprends. Aucun jeune va aller avec une houe bêcher le sol pendant des heures sous le soleil. Non, il y a des méthodes modernes aujourd'hui d'agriculture et de transformation des produits agricoles. Parce que ça, l'Afrique doit se nourrir et pour nourrir la planète. C'est ce qui nous manque d'ailleurs, la transformation. Milliers d'opportunités. Donc, à tous ces jeunes,
oubliez les emplois de bureau. Créez votre petite activité, même marginale, quelle qu'elle soit, au début, faites-la grandir. C'est notre exemple. J'étais seul avec une assistante. Il y a des associés qui occupaient leur job, qui ne travaillaient pas forcément avec nous. Ouais, Aujourd'hui, nous avons qui venaient de temps en plusieurs temps. bureaux, plusieurs collaborateurs sur plusieurs continents. Nous offrons des milliers de jobs. Nous sommes passés par là. Donc, je crois réellement que pour aller au paradis, il faut accepter de temps à autre de passer par la vallée de la mort. Exactement. À votre avis, qu'est-ce qui fait la spécificité d'Afrique Talent? Alors, Afrique Talent, quand on l'a créé, d'emblée, ça a été le seul salon qui s'est voulu un espace d'offre et de demande idéal. Ce n'est pas une foire, je suis désolé, mais quand des candidats appellent pour venir à Afrique Talent, on dit malheureusement pas cette année, parce que les demandes ne correspondent pas à votre profil. D'accord. Donc nous essayons de faire matcher le plus possible les besoins des entreprises avec les besoins des candidats. Mais au-delà de ça, c'est que nous sommes réellement une entreprise résolument citoyenne, engagée dans le développement. Et notre spécificité, c'est que nous préparons les candidats avant qu'ils ne viennent au forum. Nous offrons des journées de coaching pour qu'ils se préparent le mieux, pour trouver leur job. Je donne des informations sur des chaînes internationales pour qu'ils comprennent les enjeux de l'emploi, les secteurs. Donc, nous donnons beaucoup d'informations et nous essayons le plus possible de mettre en adéquation l'offre et la demande des profils que nous invitons à Afrique Talent. Et puis sur place, nous parlons des métiers. C'est quoi les métiers de demain? C'est quoi les métiers qui changent? C'est quoi les emplois? Comment faut-il vous préparer à affronter l'avenir? Et ça, honnêtement, c'est le meilleur secret qu'on puisse, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un à Afrique Talent que les enveloppes ou le chèque qu'on peut lui remettre avant qu'il ne parte. Tout à fait. Alors, au sortir de ce salon, quel bilan faites-vous? Succès populaire, certes, très bien. Les entreprises, globalement, avaient l'air satisfaites. Les candidats qui sont venus en termes d'information ont trouvé probablement un peu d'informations pour construire leur avenir, leur carrière. Donc, bilan globalement satisfaisant, mais on aimerait faire tellement plus. Et c'est là où... Naturellement. C'est là où certainement il y a des programmes, des partenariats publics-privés qu'il faut construire, que l'État par exemple puisse dire, comme nous l'avons fait au Mali pendant quelques années, écoutez, Afrique Talent, nous accompagnons votre initiative, les entreprises qui viendront, votre job, c'est de rencontrer le maximum de PME en Côte d'Ivoire pour détecter leurs besoins, quel type de profil ces entreprises ont besoin et qu'en face, on puisse aller identifier ces jeunes et que l'État dise par exemple, l'espace où se déroule le forum est offert, c'est notre prise en charge et les PME qui viendront n'auront pas à payer 100% du stand, mais une infime partie. Pour une PME, pour venir à Afrique Talent, c'est des mois de salaire pour leurs collaborateurs. Oui. Mais en même temps, il faut bien qu'on paie l'infrastructure. Exactement, donc, les stands et tout ça. Bien sûr. Donc je pense que résolument, lorsqu'on va arriver à construire des partenariats publics-privés plus intelligents autour des questions d'emploi, autour d'Afrique Talent, nous pourrons faire venir des PME, parce que 90% du secteur privé africain, ce sont les PME, ce sont les TPE, qui ne peuvent pas payer un stand à Afrique Talent. Dommage. En revanche, si on leur donne la possibilité de venir à Afrique Talent, de bien identifier leurs besoins, elles peuvent offrir des milliers d'emplois. Et notre ambition, ça serait ça en Côte d'Ivoire comme partout sur le continent. Pourquoi pas? Alors, quelles sont les perspectives pour la prochaine édition de Afrique Talent 2017? Alors, 2017, je vous ai parlé de 4e révolution industrielle tout à l'heure. C'est la technologie. Nous mettrons certainement un peu plus on va dire, c'est pas une version en ligne, parce qu'on fait déjà Afrique Talent en ligne à Paris, parce que c'est facile de se connecter, les DRH peuvent discuter avec les candidats avant. Donc, sans donner tous nos secrets à nos concurrents qui écoutent votre émission, nous allons innover un peu plus pour permettre aux entreprises de détecter un peu plus en amont du forum certaines compétences et puis quelques surprises que nous vous réservons pour 2017. Merci Monsieur Akoté, c'est ici que s'achève malheureusement notre émission. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour tous vos conseils. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.